Que devient la laïcité? Deuxième partie, le terrorisme. Un des éléments ayant fait basculer la laïcité hors de la fenêtre d'Overton pour certains mouvements est la manière dont est gérée la menace terroriste. C'est pourquoi nous l'abordons déjà dans cette deuxième partie. La fenêtre d'Overton. La notion de fenêtre d'Overton fait référence au degré d'acceptation collective d'une idée politique. Il existe dans la conscience populaire un cadre au centre duquel se trouvent toutes les idées suffisamment communes pour être entendues sans trop de résistance. Plus on s'éloigne du centre, plus les idées sont marginales, nouvelles, étranges, mais toujours acceptables. Ainsi, en dehors de cette fenêtre se trouvent les idées jugées trop radicales, voire même inaudibles. La fenêtre d'Overton peut également être déplacée. Par exemple, par la technique porte-au-nez, consistant en un premier temps en la proposition d'idées volontairement bien trop extrêmes, à la suite desquelles d'autres idées plus tempérées seront proposées. Ces nouvelles idées, jugées plus nuancées en comparaison des premières, seront bien plus facilement acceptées que si elles avaient été immédiatement proposées, sans faire suite à une idée trop extrême. Il y a également la technique de la désensibilisation par répétition continuelle d'une idée inacceptable. À force d'entendre continuellement un même discours, il finira par ne plus être choquant. Notons au passage que ces méthodes peuvent aussi être bénéfiques. Dans le cas du chantage au blasphème par exemple, la désensibilisation par la critique continuelle des dogmes religieux revient pour la laïcité à rendre honneur à l'intelligence humaine. Au contraire, la manœuvre peut être malfaisante, comme dans le cas de l'attentat contre Charlie Hebdo, commandité par Al-Qaïda. Combien de personnes n'avons-nous pas entendu, surtout à gauche, tenter de ménager les sensibilités de chacun en se montrant compréhensives, tant vis-à-vis des dessinateurs qui n'ont fait qu'user des droits que leur offre la laïcité, que vis-à-vis des terroristes. Parfois, le réflexe de vouloir contextualiser la violence peut partir d'une bonne intention, mais il faudra aussi qu'on parle plus tard des dynamiques infantilisation versus responsabilisation. Par cette attitude, les gens croient se prouver à eux-mêmes une capacité d'empathie à toute épreuve, mais en réalité ne font que diluer la faute au sein des victimes, tout en se donnant le bon rôle. S'ils croient se placer dans une sorte de « juste milieu artificiel », c'est qu'ils ignorent très certainement que, comme je le disais dans la vidéo précédente, le seul juste milieu possible est celui de la laïcité. Si l'on tente de se placer à mi-chemin, donc à équidistance, d'un dessinateur et d'un terroriste, on ne fait qu'être à mi-chemin du terrorisme. Car toute tentative d'équilibrisme face à l'indéfendable mène à une relativisation dangereuse. Ces gens défendent tièdement l'extrémisme, parfois sans même s'en rendre compte. Le juste milieu n'est pas une posture tiède dans laquelle on n'a pas d'avis. Le juste milieu est un positionnement clair et ferme. Comme je le disais dans la première vidéo, la laïcité, pour garantir la liberté de culte à chacun, interdit à votre voisin de vous soumettre aux lois religieuses que lui seul a signées. Le respect de ce juste milieu nous oblige également à rappeler notre droit de dessiner qui on veut, de faire les blagues que l'on veut sur les créatures mythologiques de notre choix. Par conséquent, la volonté provocatrice ou non des dessinateurs de Charlie Hebdo n'importe nullement, car même dans ce cas, comment savoir si l'objet de la provocation était des êtres humains ou des concepts? Comme par exemple, provoquer un rappel de la laïcité? Pour résumer, le blasphème est indépendant de l'envie de nuire à autrui. Car premièrement, ce n'est pas parce qu'on blasphème qu'on souhaite s'en prendre aux idées des autres. Par exemple, les gags sur la religion peuvent être innocents et candides. Deuxièmement, et quand bien même, ce n'est pas parce qu'on s'en prend aux idées d'autrui qu'on en veut à sa personne. Par exemple, si un de nos proches entre dans une secte, il ne serait pas très sain de vouloir valider les idées auxquelles il s'est laissé convaincre. Donc ne pas respecter les idées d'une personne n'est pas forcément malveillant. Troisièmement, même dans le cas contraire, vouloir s'en prendre à autrui n'assure aucunement le succès de notre malveillance. Il y a donc plusieurs étapes séparant le blasphème de la nuisance. Et là où Al-Qaïda a parfaitement réussi son coup, c'est que les deux seules personnalités qui avaient proposé de lancer un concours de caricature de Mahomet sont le politicien Geert Wilders et l'activiste militante Pamela Geller, tous deux des personnalités de droite. Alors qu'historiquement, la laïcité fut amenée par la gauche, et généralement de manière très musclée, voire violente. Cette histoire nous donne le sentiment que la laïcité est abandonnée par la gauche pour être réappropriée par certaines parties de la droite. On en reparlera plus en détail dans d'autres vidéos. Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Alors ça a été ou un meurtre, ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs-Élysées. Tout ça, c'est écrit d'avance. Mais 100% des croyants pensent que la loi de Dieu est au-dessus de toute liste, au-dessus de toute loi. Et s'ils ne le croient pas, alors ce sont des hérétiques ou des mécréants.
On peut accepter la loi de Dieu et ensuite accepter la loi civile. Votre texte est d'une hypocrisie absolue. Toujours est-il qu'avec la répétition des attentats terroristes, ceux-ci sont devenus de plus en plus communs et la revendication de certains de soumettre la population occidentale aux lois d'Allah entre plus ou moins dans la fenêtre d'Overton. En tout cas au sein des gauches modernes, de plus en plus rares à ne pas être passives, dans le meilleur des cas. La notion d'islamophobie. Sans entrer dans la question de la causalité, la poule ou l'œuf, on peut clairement considérer cette notion d'islamophobie comme la cristallisation de cette confusion entre le croyant et la croyance. En effet, si l'on en cherche la définition, on en tirera un flou encore plus grand. Pour certains, c'est la détestation et la discrimination des personnes de confession musulmane, ce qui est un délit. Tandis que pour d'autres, on parlera d'une détestation du dogme musulman. Et là justement, on touche à une valeur standard de la laïcité, la détestation des dogmes ou textes religieux de manière générale est partagée, ou du moins acceptée par toute personne athée, antithéiste, déiste, ou même indécise. Comme le font remarquer Boualem Sansal, Florence Bergeau-Blaclair, Gilles Kepel, Kamel Daoud ou encore Pierre-André Taguieff, ce terme est utilisé stratégiquement par les courants islamistes, comme les frères musulmans, pour museler le débat sur la laïcité. Je considère que les accusations du CCIF sont injustes et pernicieuses. Pernicieuses parce que pouvant être perçues comme participant d'une politique d'ensemble faisant de l'accusation d'islamophobie un moyen d'empêcher toute expression critique de l'islam. Quand la lutte contre l'islamophobie sert les frères musulmans. La lutte contre l'islamophobie est utilisée comme une arme de soft power islamiste destinée à imposer le délit de blasphème et à empêcher toute critique de l'islam, y compris fondamentaliste. Le concept d'islamophobie joue un rôle essentiel dans le djihad. Le verdict d'islamophobie sert aujourd'hui d'inquisition. Dénoncer la théocratie ambiante chez nous devient un argument d'islamophobe ailleurs. Les islamistes mettent en œuvre diverses stratégies et recourent à plusieurs méthodes, violentes ou douces, pour mener à bien la conquête du monde non musulman ou l'islamisation des sociétés non musulmanes, campagne contre l'islamophobie, instrumentalisation de la tolérance, ainsi de suite. Il s'agit donc bel et bien de faire passer la laïcité elle-même pour une posture raciste. Il y a quelques années encore, Jean-Luc Mélenchon insistait lui-même sur l'indispensabilité de faire la distinction entre la critique des religions et le racisme. Je continue à avoir des amis qui confondent islamophobie et racisme, mais je n'ai jamais été d'accord avec eux. Mais ici, on a le droit de critiquer les religions. Et pour certains d'entre nous, je vous le dis, le devoir. Moi, j'appartiens au courant philosophique des Lumières, nous critiquons les religions. Si Jean-Luc Mélenchon a su démontrer par le passé une aptitude à distinguer ce que lui-même nomme islamophobie du racisme, il est difficile de ne pas voir dans ses discours ultérieurs une volonté consciente de négocier avec la laïcité. Alors j'en profite pour dire que j'en ai jusque-là du racisme qui déferle sur ce pays, de l'islamophobie qui porte bien son nom. Parce que islamophobie, ça veut dire phobie. Et la phobie, c'est un truc déraisonnable. C'est pas un raisonnement, c'est pas une critique de la religion, c'est de la bêtise et de la folie incarnée. C'est terrible ce qu'on voit, cette haine des musulmans, cette stigmatisation d'une religion. Que sa posture soit sincère ou motivée par l'électoralisme est selon moi secondaire, car son influence sur la conscience collective et sur la fenêtre d'Overton est au final la même. Cette manœuvre porte un nom en politique, le confusionnisme. Quitte à user de néologismes comme islamophobie, je vous en propose un plus clair et qualifie son comportement de laïcophobe. C'est une des raisons pour lesquelles la question de la critique de l'islam se trouve aujourd'hui dans une position asymétrique par rapport aux autres dogmes, on ne pourra pas éviter d'en parler. L'asymétrie des religions. Florence Bergeau-Blaclair explique que la méconnaissance des Occidentaux de la pensée orientale peut pousser à percevoir l'islam comme le christianisme des Arabes, une comparaison qui n'est en réalité pas pertinente. En effet, une notion appelée ijtihad, signifiant effort d'interprétation, a été très restreinte dans le sunnisme dès le Xe siècle, par l'autorité des savants, les oulémas, qui ont imposé un consensus d'interprétation, nommé ijma. L'interprétation arbitraire des textes est donc sanctionnée. Dans le chiisme duodécimain, c'est plutôt un clergé hiérarchisé, ce qui constitue une différence majeure avec le sunnisme, où une telle structure n'existe pas. Cette autorité s'explique en partie par la prétention du Coran d'être dicté par Dieu, d'être sa parole littérale, contrairement aux autres Bibles qui se disent inspirées par Dieu. Il se présente donc comme parfait et comme une correction de la Torah et des évangiles qu'il accuse d'avoir été falsifiés. Il est présenté comme immuable, applicable en tout temps et en tout lieu.
De plus, l'islam que tentent de réanimer les savants, qu'ils soient oulémas ou fréristes, opère une confusion systématique entre la dimension politique et la dimension spirituelle, qu'il entend unifier, et même englober toute dimension de la vie humaine. Il se conçoit comme un dogme total, qui doit être accepté dans l'intégralité, sans compromis ni demi-mesure. Donc oui, certains penseurs comme Nasser Hamid Abu Zaïd ont tenté de réformer l'islam, mais sont automatiquement takfirisés, déclarés mécréants. Car ce faisant, ils contredisent la racine même du dogme. Par conséquent, les autres dogmes peuvent sembler offrir une plus grande compatibilité avec la laïcité, alors que celle-ci se définit justement par son opposition aux religions. Peut-être faudrait-il parler alors de pouvoirs religieux résignés, c'est-à-dire que ces pouvoirs ont appris à accepter la critique et à se voir refuser toute tentative de négociation, en tout cas dans la mesure où la laïcité est respectée. Le poète Kabil Ferhat Meheni illustre très bien cette réalité en disant « L'islam, c'est l'islamisme au repos, et l'islamisme, c'est l'islam en action ». Abdelwahab Medeb nous dit « L'islamisme est la maladie de l'islam, mais les germes sont dans le texte ». Interviewé par le Front populaire, Majid Oukacha nous dit « L'islam modéré n'existe pas ». Ça n'existe pas l'islam modéré, d'ailleurs on modère que ce qui pose problème. Si l'islam était modéré pléonastiquement, on n'aurait pas besoin de le modérer. Ce qui revient à ce que je vous disais dans la vidéo précédente sur le paradoxe dans l'idée d'une extrême droite modérée. L'ex-imam Mohamed Bajrafil explique que Daesh ne fait que respecter le droit musulman. Ce que Daesh a fait, les amis, il faut avoir le courage de le dire. Tout ça, c'est dans le droit musulman. Et celui qui n'assume pas cela, pour moi, est malhonnête. Et il suffit de le regarder. Posez-moi toutes les questions que vous voulez sur ce que Daesh fait, je vous dirai dans quel chapitre c'est écrit. C'est en raison de cela qu'aujourd'hui, dans de nombreux pays d'Europe, le terrorisme islamique est une menace prioritaire en ce qui concerne la sécurité nationale, même parfois en position numéro 1 pour certains pays comme la France. C'est pourquoi dans le prochain épisode, nous aborderons l'organisation des frères musulmans et le djihadisme.